Je vous remercie, Monsieur le secrétaire perpétuel, professeur Chang, et à mon tour de remercier l'Association chinoise médicale et la Fondation d'Académie de médecine pour son invitation à ce forum. Je vais axer effectivement mon exposé sur les conséquences respiratoires, en commençant par un rappel historique de la question, puis en évoquant les conséquences sur la santé, en opposant les effets aigus, c'est-à-dire les effets à court terme, et les effets à long terme, dire quelques mots des moyens de contrôle de la pollution atmosphérique, et puis terminer par quelques messages importants. Alors, en ce qui concerne l'historique, vous voyez sur cette plaque, en réalité, la question de la pollution atmosphérique est arrivée à la connaissance du monde médical après la Deuxième Guerre mondiale, au début des années 50. Et à l'époque, la pollution était essentiellement à l'origine des produits de combustion du charbon, à la fois au niveau industriel et dans les logements. Et puis, cette pollution a été assez rapidement contrôlée, notamment par les pouvoirs politiques qui ont la capacité de réguler les installations industrielles, ce qui fait qu'on voit bien ici, c'est le nombre de publications chaque année sur le sujet de la pollution atmosphérique extérieure. Et à la fin des années 80, on avait l'impression que le problème était sous contrôle, et il y a d'ailleurs des publications de l'époque qui disent que ce facteur de risque n'est plus important au niveau de la population. Et puis à partir du début des années 90, on ne voit pas bien, le nombre de publications a augmenté de façon très très régulière, dû au fait qu'une nouvelle source de pollution atmosphérique est apparue, et c'est bien sûr celui qu'on connaît aujourd'hui avec la circulation automobile, donc un niveau de publication scientifique au-delà de 1500 par jour. Et je citais sur le bas de la figure le fait que dans les grandes conférences internationales sur l'environnement, la plupart des communications aujourd'hui ont trait à la pollution atmosphérique. Donc nous allons voir dans un premier temps les effets aigus de la pollution atmosphérique, du moins au plus important. Le moins important, c'est l'effet dans la population générale. Et il y a de nombreuses études qui montrent, notamment chez les enfants scolarisés, des effets sur les symptômes, une petite réduction des capacités respiratoires lors d'un pic de pollution. Deuxième niveau, des personnes qui ont déjà des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires ou respiratoires. Et par exemple, il y a de très belles études qui montrent que des asthmatiques marchant dans une rue polluée ont un déficit ventilatoire, une chute de leur paramètre spirométrique qui n'apparaît pas lorsque ces mêmes personnes font une marche dans un parc public. Et puis évidemment, l'effet le plus important, c'est le décès. Et là, je rappelle cet épisode historique à Londres au début des années 50. Cette photographie a été prise en plein jour, en mois de décembre 1952. Et l'étude épidémiologique qui en est tirée, c'est celle-ci qui a permis de dénombrer 4000 décès supplémentaires à Londres au cours de cette période de 15 jours. On voit sur cette figure la courbe supérieure représente le nombre de décès, et puis les deux courbes inférieures représentent le taux de dioxyde de soufre, en bas le taux de particules en suspension. On voit d'ailleurs, si on regarde de près les choses, qu'il y a un certain décalage de l'ordre de 24 heures entre l'augmentation du taux des polluants qui est survenu le 4 décembre, et puis c'est le 5 décembre que le nombre de décès a commencé à augmenter. Il a été multiplié par 3 au pic de cet épisode. Et on voit aussi ensuite que lorsque l'épisode de pollution a disparu, eh bien, l'effet sanitaire s'est prolongé durant plusieurs semaines. Alors ce type de situation, certes, est survenu il y a plus de 60 ans, mais on l'observe encore aussi à Pékin, à New Delhi et même à Paris au mois de mars 2014,
un épisode de pollution important est survenu. Alors le nombre de décès que l'on observe aujourd'hui, en tout cas dans les pays occidentaux, n'est sans aucune commune mesure avec celui-là, mais tout de même, les études épidémiologiques permettent de mesurer 2 à 3% de surmortalité chez des personnes, bien sûr, qui avaient déjà des pathologies chroniques, cardiaques ou pulmonaires. Alors, sur cette photo, vous voyez des policiers en région parisienne qui regardent des voitures. C'est ce qui s'est passé au mois de mars 2014. On a la circulation alternée, comme on l'avait ces 2 derniers jours ici à Pékin. Et je montre cette figure pour dire qu'au plan de la santé publique, ces mesures ne sont pas très positives parce qu'elles attirent encore une fois l'attention sur les pics de pollution. Et finalement, la mesure de la pollution atmosphérique nous vient des réseaux de surveillance de la pollution atmosphérique qui, historiquement, ont été mis en place pour identifier les pics de pollution. Et les médecins de santé publique, les épidémiologistes savent bien que l'effet de la pollution de fond est bien plus important que l'effet de la pollution de pic. Et donc, c'est encore une fois attirer l'attention sur les pics de pollution et faire croire à tout le monde qu'une fois que le pic de pollution est passé, la situation, la qualité de l'air s'est rétablie. Donc, venons-en aux effets de la pollution de fond. Bon, je ne vais pas les décrire tous en détail. Les effets sur les symptômes respiratoires chroniques, bien sûr, davantage de symptômes de bronchite chronique dans les quartiers plus pollués, ou davantage de bronchite chronique en ville par rapport à la campagne. Perte accélérée de la fonction respiratoire. Il y a eu dans le monde une 60aine d'études faites sur 3 zones géographiques qui sont très concordantes. Les 2 tiers de ces études ont été faites chez les enfants, 1 tiers chez les adultes, et toutes montrent une réduction qui porte à la fois sur les grosses voies aériennes et sur les voies aériennes périphériques. Toutefois, cette perte de fonction respiratoire n'aboutit pas au sens propre à ce qui est au 3e point, c'est-à-dire COPD, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc la pollution atmosphérique est un des facteurs qui peut contribuer à l'apparition de cette maladie, mais les méta-analyses effectuées aujourd'hui montrent que ce facteur seul, en tout cas dans les pays développés, n'aboutit pas encore à la formation de bronchopneumopathie chronique obstructive. L'asthme et l'allergie, effectivement, on s'est intéressé au sujet puisque la prévalence de ces maladies au cours des 30-40 dernières années a augmenté de façon considérable. Et donc, on s'est posé la question de savoir si la modification de la qualité de l'air pouvait être un facteur de risque qui pouvait expliquer ces tendances. Alors, je montre 2 études dans ce domaine-là. Une étude de cohorte prospective qui a été faite en Allemagne, qui a consisté à suivre au fil des années des enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent des adolescents. Et on a calculé leur risque de diagnostic d'asthme sur la gauche de la figure, de diagnostic de rhinite allergique, de diagnostic d'eczéma atopique. Et puis sur la droite de la figure, le pointeur ne marche pas bien, mais ce sont les symptômes d'asthme, les symptômes de rhinite allergique, les symptômes d'eczéma. Et les risques relatifs qui sont indiqués en ordonnée prennent comme référence la valeur 1. Ce sont les enfants dont le logement est très éloigné des voies à grande circulation automobile. Et ensuite, les autres points représentent les enfants qui sont un peu plus près en rouge, encore un peu plus près en bleu et tout à fait près en trait noir des axes de circulation automobile. Donc on voit bien qu'il y a un gradient avec un risque relatif qui est neutre pour les enfants qui sont très loin des axes à grande circulation et puis qui atteint 1,3 et puis 1,5 et finalement 1,6, donc 60% de plus de risque d'avoir un diagnostic d'asthme chez les enfants dont les logements sont les plus près des axes à grande circulation. Nous avons fait une enquête française un peu similaire dans le cadre de l'étude ISAAC qui a concerné 6000 enfants vivant dans 6 grandes villes françaises.
Et nous avons mesuré la pollution atmosphérique chez ces enfants, d'une part dans les préaux des écoles et puis dans les salles de classe. Donc ça a été une étude assez considérable, puisqu'on a mesuré à la fois la pollution particulière et la pollution gazeuse. Et voilà le tableau général qui est un peu lourd, mais qui concerne en haut l'asthme d'effort, active asthma, c'est-à-dire l'asthme au cours des 12 derniers mois, l'asthme dans la vie, et sur la droite de la figure, la sensibilisation allergique vis-à-vis des pollens, puisque cette enquête comportait aussi des tests cutanés allergologiques. Et on voit bien, à la fois sur la gauche de la figure, à la fois pour les polluants gazeux et pour les polluants particuliers qui sont au milieu, des risques relatifs qui sont tous supérieurs à 1, et les symboles d'étoiles ou les autres symboles figurent les risques relatifs significatifs. Donc on voit bien que, à la fois pour les polluants gazeux et les polluants particuliers, il y a une association entre l'exposition chronique à ces polluants atmosphériques, qui étaient à la fois intérieurs dans les salles de classe et extérieurs, a un impact sur les symptômes d'asthme, sur l'hyperréactivité bronchique et sur le terrain atopique. Et alors, en passant, cette enquête qui a concerné 400 établissements scolaires a montré aussi que les 2/3 d'entre eux avaient une qualité de l'air intérieur dans les salles de classe qui n'était pas bonne. Dernier point pour ces études, ces effets à long terme, c'est finalement l'espérance de vie. Il y a eu en 2011 une grande enquête épidémiologique qui s'appelle l'enquête AFECOM, qui a calculé la perte d'espérance de vie dans différentes grandes villes européennes en fonction de la teneur en moyenne en particules fines, en PM2,5. On voit d'ailleurs ces villes classées sur la gauche de la figure en fonction du taux annuel moyen de particules fines, et sur la carte des ronds avec le nom de la ville et le nombre de mois d'années perdues. On voit en particulier que pour notre pays, pour la France, c'est Marseille qui a le taux de pollution particulière la plus importante. Et donc, chaque Marseillais perd 7 mois et demi d'espérance de vie. Mais évidemment, cette perte est beaucoup plus importante, notamment en Espagne et dans les pays de l'Est, où elle atteint presque 2 années. Un élément optimiste dans cette histoire, c'est que le fait est réversible, ce qui montre bien la relation de causalité absolument certaine. Et la première étude qui l'a montré, c'est une étude suisse qui s'appelle SAPALDIA, qui a été réalisée une première fois en 1990 et dans 8 cantons suisses, et puis une deuxième fois au début des années 2000 sur les mêmes cantons. Et cette courbe représente la diminution du taux moyen en PM10 en parallèle avec la réduction du déclin du VMS. Donc elle montre que dans les cantons dont la qualité de l'air s'est le plus améliorée dans ces 10 années, le déclin en VMS a été moins fort que dans les cantons qui sont restés plus pollués. Et puis, il y a cette grande étude américaine qui a porté sur une ville dans chacun des 51 États des États-Unis. Et la même étude a été réalisée en 1980 puis en 2000, donc à 20 années d'écart. Et les auteurs ont calculé l'évolution de l'espérance de vie sur ces 20 années en fonction de l'évolution du taux moyen des particules fines. Et ce que montre cette courbe linéaire qui monte, c'est que plus la réduction en PM10 a été importante et plus le gain en espérance de vie a été fort. Et finalement, ce n'est pas quelque chose de trivial, puisqu'on voit que pour une diminution moyenne de 15 microgrammes par mètre cube du taux de polluants ambiants par les particules, c'est une année de vie gagnée pour l'ensemble de la population. Alors, on l'a vu, les conséquences sur la santé publique de la pollution extérieure sont tout à fait considérables. Et dans un rapport publié en 2012, l'OMS chiffre le nombre de décès prématurés à 3,7 millions dans le monde. Et on l'a déjà dit un petit peu ce matin, la pollution
domestique fait des ravages encore plus importants, puisqu'on estime qu'il y a 4,3 millions de décès attribuables à cette pollution. Et voilà ce cliché qui est pris en Inde dans une habitation primitive. On voit bien le nombre extrêmement important de particules qui sont générées pour faire la cuisine à base de débris végétaux, d'excréments des animaux. Et la combustion se faisant très mal, le processus de cuisson est très long, et donc ces familles, cette dame et son jeune enfant restent des heures exposés à ces aérosols qui sont bien plus contaminants encore que la fumée de cigarette. Donc on imagine que cet enfant est déjà né hypotrophique, a peut-être fait une pneumonie, parce que c'est une cause essentielle de mortalité dans le jeune âge. Et puis ensuite, ils vont développer des maladies respiratoires chroniques, bronchopneumopathie chronique obstructive, cancer du poumon, tuberculose, bronchectasie. Et alors finalement, on s'aperçoit que la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui était quasiment synonyme de tabagique, ne l'est pas toujours. Cette plaque représente le pourcentage dans différents pays, et il n'y a pas que des pays sous-développés, puisqu'on voit les États-Unis, l'Angleterre, les pays scandinaves, le pourcentage de BPCO qui surviennent chez des personnes qui n'ont jamais fumé. Donc ceci incite à rechercher d'autres facteurs de risque que le tabagisme, par exemple des facteurs professionnels, et aussi, comme on le dit aujourd'hui, la pollution dans la maison. Et la combustion de la biomasse est estimée à l'origine des 3/4 des cas de BPCO chez la femme vivant dans des pays en développement. Donc c'est un facteur de risque tout à fait majeur. Alors finalement, si on fait la somme de la pollution intérieure et de la pollution extérieure, eh bien, parmi plus de 30 facteurs de risque recensés par l'Organisation mondiale de la santé, on voit que le facteur pollution atmosphérique, intérieure-extérieure, apparaît le numéro 1 de tous les facteurs de risque pour tous ces pays qui sont essentiellement des pays en développement. Et dans le deuxième groupe, parmi aussi d'autres pays en développement, on est quand même surpris de voir la Chine apparaître, en sachant que c'est l'hypertension artérielle qui arrive comme facteur de risque numéro 1 de surmortalité en ce qui concerne la Chine. Voilà, alors pour terminer, dernier point, comment se protéger de l'exposition à ces polluants atmosphériques. Au niveau individuel, assez peu de choses, il faut bien dire. Le Haut Conseil de santé publique conseille d'éviter les exercices physiques soutenus lors des pointes de pollution. Tout à l'heure, on a vu que si l'on choisit bien son masque, on peut en tirer une certaine protection. Une étude épidémiologique déjà ancienne qui a été faite à l'hôpital Bichat montrait que, de façon paradoxale, les asthmatiques les plus sensibles aux effets des pointes de pollution sont les asthmatiques dont l'asthme est le plus léger, les asthmatiques intermittents, alors que les asthmatiques sévères le sentent moins, du fait de la présence d'un traitement de fond. En somme, le traitement de fond va masquer les effets de la pollution atmosphérique, et les asthmatiques les plus légers n'en ont pas, et donc ils prennent de plein fouet l'effet de ces fluctuations de l'air. Donc pour les asthmatiques, bien sûr, prendre son traitement de fond pendant ces périodes encore plus sérieusement que d'habitude. Mais la gestion essentielle de ces polluants atmosphériques se fait au niveau de la collectivité, bien sûr. Et alors, il y a différentes tactiques pour y arriver. Le plus satisfaisant, c'est la première, c'est d'éviter le rejet de polluants atmosphériques en utilisant des combustibles peu polluants. Si on les émet, c'est de mettre des filtres pour essayer de les arrêter avant de les disperser dans l'atmosphère générale. Troisièmement, des mesures au niveau de la personne elle-même pour limiter son exposition, mais on a vu qu'elles sont relativement limitées. Et puis, alors, on aboutit là au système de soins, la personne qui va consulter, prise en charge au niveau de la communauté ou au niveau du secteur hospitalier.
Et alors tout ça donne lieu à des coûts, et il est intéressant de constater qu'au moins dans les pays développés aujourd'hui, on a pu calculer que le coût lié à la pollution atmosphérique, aux soins et puis à ses effets aussi sur les matériaux, est supérieur au coût des mesures anti-pollution. Donc la lutte anti-pollution, finalement sur le long terme, c'est sûrement quelque chose de rentable. Alors, je propose quelques sujets qui pourraient faire l'objet d'une coopération franco-chinoise, des points qui ne sont pas bien résolus. Par exemple, nous ne sommes pas tous égaux devant les effets de la pollution atmosphérique, comme nous ne sommes pas tous égaux devant le tabagisme. Et on sait que les systèmes antioxydants des uns sont plus efficaces que ceux des autres. Deuxième point, on mesure la pollution atmosphérique par des capteurs généraux, mais le sujet, lui, fait sa vie et au cours de la journée rencontre des ambiances très différentes. Et donc cette façon de mesurer l'exposition est sûrement très imprécise, comme on le fait aujourd'hui. Et on aurait vraiment besoin de pouvoir mettre au point des marqueurs, des biomarqueurs individuels qui nous permettraient d'avoir une meilleure appréciation de l'exposition cumulative au cours de la journée. Et enfin, comme on l'a vu dans l'étude suisse, il serait important de pouvoir suivre des populations en fonction de l'évolution projetée des taux de pollution atmosphérique pour l'avenir et voir si une régression de l'exposition peut là aussi aboutir à un gain en termes sanitaires. Voilà, donc je vous livre en conclusion quelques messages. Les effets aigus surviennent dans la population en général, mais sont plus marqués chez des personnes qui ont déjà des maladies cardiaques ou respiratoires préexistantes. Les taux de polluants, la pollution de fond a un effet sanitaire beaucoup plus important que les fluctuations de la pollution au jour le jour. La pollution domestique par la combustion de la biomasse a des effets ravageurs sur la santé respiratoire et cardiovasculaire, notamment chez les femmes et les jeunes enfants qui passent beaucoup de temps dans ces conditions. Globalement, l'effet des polluants atmosphériques intérieurs et extérieurs est immense, puisqu'il est considéré comme le facteur de risque numéro 1 pour la population mondiale. Voilà. Et enfin, le contrôle de la pollution atmosphérique doit faire intervenir une réduction des émissions par le choix de combustibles moins polluants, des systèmes de filtration et aussi une meilleure organisation de la ville qui permette une limitation des déplacements des populations. Chichier. Merci beaucoup. Le temps avance, donc nous pouvons avoir une question. Mais sinon, je vous la pose, hein, s'il n'y a personne. Ah si. Bonjour, Professor. Thanks for your lecture. And recently, one of my female friends just aborted her baby because she found out she got pregnant during in Beijing during the most heavy pollution days. And maybe she is overreacted, but I just wonder, will this kind of damage or harm can transmit to our next generation, or just be permanent for our mankind? Thank you. Yes, can this kind of air pollution make the damage and can through the mother transmit to our babies? Yes. You mean the epigenetic? Si j'ai bien compris votre question, elle concerne le risque de transmission épigénétique de la maladie respiratoire de la femme vers son enfant. Okay.
Oui, parce que basé sur les données que vous disposez, est-ce que ce dommage pourrait être transmissible entre la mère et son enfant et son bébé? C'est-à-dire que le dommage réalisé par la pollution atmosphérique pourrait être transmissible au fœton. Est-ce que, même si nous pouvons purifier ce polluant dans notre corps, mais est-ce que la mère peut toujours transmettre ça à son enfant? Il n'a pas été étudié à ma connaissance en ce qui concerne la pollution atmosphérique, mais par contre, il y a des données sur le tabagisme, oui, où on a montré que les générations ultérieures, le petit-fils peut avoir des conséquences respiratoires du tabagisme de sa grand-mère, même si lui-même n'a pas été exposé à ce facteur de risque. Bien, je crois que... Oui, alors vous posez une question brève et je demande à M. Charpin une réponse brève. Merci beaucoup. Très courte, mais deux questions en fait. La première, c'est je vois que les mesures que vous faites sont des mesures des PM10. Or, en Europe, apparemment, vous ne mesurez pas les PM2.5, qui sont des particules plus fines. Pourquoi? Et deuxième question, c'est sur la résilience. Est-ce que des gens qui ont été exposés pendant longtemps à une pollution atmosphérique sérieuse récupèrent ensuite? Est-ce que le corps a une capacité de récupération ou bien est-ce que malheureusement il y a un effet cumulatif qui ne disparaît pas? Oui, alors sur le premier point, non. En France, on mesure de façon très régulière maintenant les PM2.5 et on peut même se demander s'il ne faudrait pas, parfois, c'est les PM1, parce que ce système de mesure en poids-volume est très mauvais, il faut bien reconnaître, puisque plus les particules sont petites, plus elles sont agressives. Donc il ne faudrait pas mesurer les choses comme ça. Pour votre deuxième question, non, il n'y a pas d'accoutumance. Plus on est exposé, plus la réponse est forte. Mais par contre, il y a une capacité de récupération, puisque, enfin en tout cas, vous avez vu que sur les études suisses ou les études américaines, quand l'exposition diminue, la situation se stabilise en tout cas, puisque la fonction respiratoire ne décline pas comme elle continue à décliner. Ceux qui restent exposés, et finalement l'espérance de vie au final s'allonge. Donc ce sont des messages très, très positifs qui doivent inciter à agir.